Nous allons commencer. Bonjour à toutes et tous. Je suis Daniel Neville. Je suis le vice-président de la Fédération française des matériaux et de l'Association française pour l'avancement des sciences. Ce webinaire sur les verres et les céramiques est connecté au colloque verres et céramiques qui aura lieu pendant le congrès matériaux qui aura lieu en novembre 2026 à Grenoble. Nous avons aujourd'hui 3 orateurs, donc un grand merci à eux et aux responsables du colloque nous ont proposé ces orateurs. Et je vais laisser ma collègue Sylvie Lartigue les présenter. Merci. Je rappelle que les webinaires sont enregistrés et que vous pourrez les réécouter sur les sites de la FFM et de la FAS. Et merci de bien vouloir couper vos micros. Donc, je vais présenter les deux orateurs qui se partagent la première partie de notre webinaire. Camille Perrière, qui a fait sa thèse de doctorat au sein de l'Institut de recherche sur les céramiques à Limoges, sur la thématique des céramiques transparentes pour application laser. Elle intègre ensuite la société Solcera qui développe et commercialise des céramiques techniques en France depuis plus de 200 ans. Ingénieur développement dans l'équipe céramique transparente basée à Évreux, ses activités portent sur les procédés de mise en forme et de frittage et sur la caractérisation des matériaux. Le second orateur est Yannick Lorgouillou, il est maître de conférence au laboratoire Céramat à l'Université Polytechnique Hauts-de-France depuis 2011. Ses activités de recherche concernent les procédés d'élaboration de matériaux céramiques, transparents, piézoélectriques, depuis la synthèse de la poudre et la mise en forme jusqu'au frittage. Yannick Lorgouillou est vice-président de la commission poudre et matériaux frités de la commission commune SF2M-GFC. Ils vont nous parler aujourd'hui de l'élaboration de céramiques transparentes, des procédés de mise en forme aux propriétés finales. Vous avez la parole, Camille. Merci pour cette présentation. Alors, hop, sans présentateur. Donc, merci pour cette introduction. Donc oui, aujourd'hui, nous allons vous parler de l'élaboration de céramiques transparentes. Donc cette présentation va s'articuler en différents points. Tout d'abord, nous allons faire des généralités sur les céramiques polycristallines transparentes. Puis nous parlerons des liens entre la microstructure et la transparence. Nous aborderons les différents procédés de fabrication des céramiques transparentes et nous finirons par une étude de cas qui portera sur le frittage de spinel pour la protection balistique. Donc pour commencer cet exposé, il nous était semblé nécessaire de rappeler la définition de la transparence. Donc la transparence, elle est obtenue quand la lumière transmise à travers une fenêtre n'est ni absorbée ni diffusée. Et donc elle dépend de la longueur d'onde de la lumière et de la nature des matériaux. Ça, je reviendrai un petit peu dessus un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, il existe différents matériaux inorganiques transparents. Nous pouvons citer les verres, qui sont des solides amorphes, mais également des solides cristallins qui ont une structure atomique ordonnée et périodique à longue distance. Et parmi ces solides cristallins, nous trouvons les monocristaux, qui, comme son nom l'indique, est composé d'un seul cristal, et puis les céramiques polycristallines, qui, elles, sont composées de plusieurs grains, plusieurs cristaux, et ces grains sont orientés souvent de manière aléatoire et sont séparés par des joints de grains. Donc, c'est l'objet de cette présentation. Donc, pourquoi utiliser les céramiques transparentes plutôt que les autres matériaux que je vous ai cités? Eh bien, parce que les céramiques transparentes, elles allient les propriétés de transparence avec des propriétés thermiques et ou mécaniques. Donc, quand on parle de propriétés de transparence, on parle de fenêtre de transparence optique. Donc, cette fenêtre, elle correspond à la gamme de longueur d'onde que le matériau laisse passer. Donc, cette fenêtre, elle est dépendante de la nature du matériau, de sa composition, de la structure. C'est pour ça que vous pouvez le voir sur ce graphique, que la fenêtre de transparence ne sera pas la même pour, par exemple, du YAG ou du ZNS. En plus de cette fenêtre de transparence, nous avons également la transmission maximale qui va dépendre de l'indice de réfraction du matériau. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette formule, la transmission maximale va dépendre de l'indice de réfraction du matériau. Donc, plus le matériau aura un indice élevé, plus la transmission maximale sera faite. C'est ce qui explique le gap, en fait, entre les différents matériaux. Et je vous ai parlé de propriétés thermiques et ou mécaniques.
En effet, les céramiques transparentes ont la capacité également de résister aux conditions extrêmes. Donc, pour illustrer ce propos, je vous ai mis un exemple de propriété des céramiques de spinel développées à Solsera. Donc, notre spinel a une température de fusion élevée, il est isotrope parce qu'il a une structure cubique, il a une inertie chimique, une résistance à la pluvio-érosion, à l'irradiation, et il a de bonnes propriétés mécaniques, aussi bien à l'ambient, à température ambiante, qu'en température. En effet, comme vous pouvez voir, nous avons fait des tests de résistance à la flexion à haute température et on voit que les valeurs ne fluctuent pas drastiquement. La deuxième réponse à la question du pourquoi les céramiques, eh bien, les procédés céramiques permettent également d'obtenir des dimensions importantes et des géométries complexes. Donc, sur le premier point, les procédés céramiques permettent d'obtenir des dimensions convenables. Comme on peut le voir sur cette image, à Solsera, on est capable de produire des plaques 150 par 150 mm de céramique transparente de spinel parfaitement homogène. Les procédés permettent également d'obtenir des pièces à architecture complexe, donc d'aller sur des pièces net shape. Donc c'est la photographie que vous pouvez voir à droite, où en fait, grâce à nos procédés céramiques, on va se rapprocher le plus possible de la forme finale. Et ça permet de réduire les coûts d'usinage et le temps d'usinage. Les procédés céramiques permettent également d'obtenir des composites ou des gradients de composition. Donc là, vous avez deux images issues de la littérature. Et finalement, les céramiques transparentes permettent de répondre à des besoins actuels ou futurs. En effet, on peut faire deux catégories de céramiques transparentes. Les céramiques dites passives, qui, elles, vont pas modifier la lumière, c'est-à-dire qu'elles vont la laisser passer, la réfléchir, la guider, mais sans la modifier activement. Parmi ces céramiques dites passives, on trouve plusieurs applications. Par exemple, dans la protection balistique, pour du vitrage blindé, dans l'optique, avec des fenêtres, des lentilles, ou bien dans l'optronique, avec des iridômes, des hublots, des fenêtres étanches. Donc là, vous avez l'exemple d'un spinel qui a été brasé. Et la deuxième catégorie, ce sont les céramiques dites actives. Donc là, qui vont venir modifier la lumière. Donc soit l'amplifier, émettre de la lumière ou la moduler. Et ces céramiques, elles trouvent des applications dans la photonique, avec des composants pour laser, bien comme scintillateurs, donc là où on a une émission de lumière. Et donc à Solsera, comme Sylvie l'a dit, nous on fabrique des céramiques techniques, aussi bien des oxydes que des non-oxydes, et on a une activité qui porte sur les céramiques transparentes, où on fabrique justement différents types de céramiques qui vont couvrir des domaines allant de l'UV visible jusqu'à l'infrarouge. Parmi les céramiques, on peut citer le ZNS, qui aura la particularité d'être transparent jusqu'à 12 microns. Donc là, plutôt utilisé pour les caméras thermiques, vision nocturne. Du fluorure de magnésium, MgF2, qui lui sera transparent jusqu'à 5 microns. On a également une gamme de céramiques qui sont transparentes dans le visible, avec notre spinel et deux marques déposées, qui peuvent être utilisées pour du blindage transparent, l'optique, l'optronique. Et nous développons depuis quelques années les céramiques de YAG, qui sont dopées par des ions actifs et qui peuvent être utilisées dans des systèmes, des sources ou des composants laser. Nous avons également de l'alumine qui, elle, propose de très bonnes résistances mécaniques et qui sont transparentes dans l'infrarouge. Donc là, on a parlé des matériaux transparents, mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'une céramique va être transparente? Eh bien, la transparence, elle va dépendre de la microstructure de notre matériau. En effet, il faut le minimum de défauts possible, parce que les défauts dans la microstructure vont engendrer des pertes optiques par diffusion ou absorption de la lumière. Donc là, on peut s'intéresser au bilan optique de la lumière, interagissant avec un matériau. En effet, quand on a une intensité incidente qui arrive, celle-ci va se décomposer en plusieurs intensités. L'intensité transmise, la réfléchie, l'absorbée et la diffusée. Donc, on comprend bien que si on veut une intensité transmise maximale, il va falloir minimiser les pertes par réflexion, absorption, diffusion. Et ces pertes-là sont dues justement à la présence de défauts dans la microstructure. Donc, à droite, vous pouvez voir des exemples justement de sources de diffusion qui vont venir altérer la transparence. Donc, le premier exemple, c'est la rugosité de surface.
on voit très bien que une céramique non polie sera plutôt translucide, et puis après un polissage, elle deviendra transparente. La porosité, donc là, vous avez des micrographies obtenues par microscopie électronique à balayage. La présence de porosité, donc si on a de l'air ou un gaz piégé dans notre microstructure, cela entraînera des pertes. Des phases secondaires qui peuvent se trouver sous différentes formes, sous forme de grains, de précipités, d'inclusions. Toutes ces phases secondaires peuvent se retrouver dans notre matrice dû à un mauvais contrôle du procédé ou des pollutions croisées. Donc l'objectif, c'est d'aller vraiment sur une microstructure la plus parfaite possible. Et donc, on va la regarder à différentes échelles, de l'échelle macroscopique à l'échelle nanométrique. Donc, rien qu'avec un contrôle visuel, on peut déjà regarder si notre céramique présente des défauts, des voiles, des points blancs. Ensuite, il y a la méthode de microscopie électronique à balayage qui peut permettre d'aller voir la microstructure, où là, elle doit être dense, homogène. Puis, on peut aller à une échelle encore plus faible en utilisant un microscope électronique en transmission pour regarder s'il y a bien l'absence de défauts de taille nanométrique. Et même aller jusqu'à l'observation des joints de grains. Donc là où vous voyez un joint de grain donc, qui sépare deux grains, et être sûr qu'il n'y ait pas de phase secondaire amorpho-cristallisée. Et des fois, il est nécessaire même d'aller d'avoir recours à des techniques de caractérisation un peu plus exotiques, plus spécialisées. Et c'est pour ça que je vous présente ici une étude qui a été réalisée au sein de l'Institut de recherche sur les céramiques à Limoges, sur des céramiques qui sont fabriquées chez Sotcera, des céramiques de YAG. Donc, cette technique de microscopie confocale à balayage, cette méthode, en fait, est basée sur l'utilisation d'un faisceau laser qui va venir focaliser dans le matériau. Et au contact d'un défaut, ce faisceau va être envoyé dans un détecteur. L'image va être convertie en image numérique. Et ensuite, on va pouvoir se déplacer pour changer le plan focal. Donc, on va obtenir différents plans qu'on va pouvoir recombiner pour réaliser des cartographies. Et donc, avec ces cartographies, on peut visualiser la présence de défauts. Donc, typiquement, en haut, on a une céramique qui est plutôt translucide, où on voit très bien la cartographie présente des défauts, donc c'est les pixels blancs. Et puis, sur une céramique qui ont pensé avec une bonne microstructure, donc en microscopie électronique à balayage et thème, qu'un défaut n'était visible. Et bien là, avec cette méthode d'analyse, on a pu détecter des défauts résiduels. Donc, il faut bien adapter en fait la méthode de caractérisation pour visualiser notre microstructure et donc faire un lien avec la transparence. Donc là, on a vu en fait le lien entre la microstructure et la transparence, mais pour aller sur une microstructure parfaite, dite parfaite, en rapprochant, il faut maîtriser tout le procédé de fabrication des céramiques. Donc à gauche, je vous ai mis le procédé d'élaboration classique d'une céramique. C'est-à-dire qu'on part de matières premières, qu'on va mettre en forme pour avoir un compact granulaire, puis ce dernier, on va le traiter thermiquement à haute température pour obtenir un matériau dense. Donc, il faut contrôler les matières premières, qu'elles soient le plus pures possible. Et derrière, au niveau des mises en forme, celle-ci doit conduire à un épanouissement régulier et homogène des particules. Ça, c'est vraiment le prérequis. Après, au niveau des méthodes de mise en forme, il en existe plusieurs aujourd'hui. Des mises en forme par la voie solide. Donc là, on met de la poudre dans une matrice qu'on vient presser, pressage uniaxial. La mise en forme par la voie liquide, on va mélanger nos poudres dans un solvant pour faire ce qu'on appelle une suspension. Cette suspension, on va pouvoir venir la couler, donc soit de manière naturelle dans un moule qui est poreux, et par capillarité, on va éliminer le solvant, soit avec l'action d'une pression, donc c'est ce qui est réalisé chez Sotcera, où là, l'action de la pression va finir de pousser le solvant et donc ça permet d'avoir un procédé plus rapide. Ou bien le coulage gélification, où en fait, on ajoute un gel dans notre suspension et ça permet d'aller sur du net shape. Plus récemment, il y a également les méthodes de mise en forme par impression 3D qui ont été utilisées et finalement qui ont montré leurs preuves sur les céramiques transparentes, où on peut citer la micro-extrusion ou bien la stéréolithographie. Donc là, vous avez des exemples pris dans la littérature. Pardon. Donc après avoir justement maîtrisé cette mise en forme, il est également nécessaire de maîtriser le traitement thermique. Donc le traitement thermique qui va venir lier les grains entre eux et éliminer la porosité. Et dans tous les cas, ce traitement thermique doit conduire à l'élimination totale de la porosité et à une microstructure dense. Pour ce cas-là, c'est pareil, il existe différentes techniques de frittage, c'est ce qu'on appelle le frittage.
Du frittage naturel, où on va venir déposer notre compact granulaire et le traiter à haute température. Donc, c'est par exemple le cas de nos céramiques de YAG, qu'on va venir traiter naturellement sous vide. Il existe aussi des techniques non conventionnelles, donc comme du micro-ondes. Donc là, vous avez une étude qui a été réalisée à Caen sur des céramiques de Spinel de chez Solcera, où l'avantage du micro-ondes, c'est d'obtenir des grains très fins. Ou le frittage sous charge, où là, en plus d'avoir de la température, on va venir appliquer une pression. Donc, soit de manière uniaxiale, avec l'action de piston, c'est le cas par exemple de nos céramiques de ZNS, soit sous l'application isostatique par l'application d'un gaz. Et donc, cette technique peut être utilisée notamment pour la post-densification de pièces, c'est-à-dire l'élimination de la porosité résiduelle, afin d'obtenir la transparence des pièces. Et c'est justement l'étude de cas que Yannick va vous présenter, c'est-à-dire qu'il va vous montrer une étude paramétrique de contrôle du frittage de céramique de Spinel et les conséquences sur les propriétés optiques et mécaniques. Donc, je vais laisser la place à Yannick. Merci. Donc, je vais partager la présentation. Donc, voilà, normalement, vous devez voir mon écran. Effectivement, moi, je vais parler d'une étude de cas, le frittage de Spinel pour des applications en protection balistique. Euh, Camille en a déjà parlé, le Spinel de formule MgL2O4 est un matériau qui est utilisé comme céramique transparente puisqu'il a une structure cubique. Il peut présenter de bonnes propriétés optiques avec une large gamme de transmission et de bonnes propriétés mécaniques. Donc, on trouve diverses applications, par exemple, ce qu'on peut voir sur la photo à droite, des applications laser lorsque le spinel est dopé, mais aussi donc les protections balistiques, et c'est ce dont je vais parler. Donc, les résultats que je vais présenter sont issus de deux thèses, celle de Caroline Gajdowski et de Robin Stocky, deux thèses effectuées en collaboration entre mon laboratoire, le laboratoire Ceramat de l'Université Polytechnique Hauts-de-France, et nos collègues de l'Institut franco-allemand de recherche de Saint-Louis, donc l'ISN. Donc, le contexte de ces deux thèses, c'est la protection balistique, donc de faire des vitrages blindés. Classiquement, les vitres de ce genre de véhicule sont constituées d'un multicouche. Donc, on a plusieurs couches de verre, comme on peut le voir ici. Ces couches de verre servent à éroder le projectile qui arrive de la gauche sur le schéma. Et les différentes couches vont aussi ralentir le projectile. Et à l'arrière, on a ce qu'on appelle un backing en polymère qui, lui, va retenir les fragments des couches de verre et du projectile. Donc, quand on n'utilise que du verre, il est nécessaire d'avoir une grande épaisseur pour stopper les projectiles, ce qui va diminuer la mobilité du véhicule, diminuer l'espace dans le véhicule, augmenter la consommation de carburant. Et quand les épaisseurs sont très importantes aussi, on aura une qualité optique qui ne sera pas optimale. Donc, on a des blindages qui sont transparents, des blindages transparents, pardon, qui sont lourds et volumineux. Donc, l'idée pour diminuer cette épaisseur, c'est de mettre en face avant un matériau qui a de meilleures propriétés mécaniques, mais bien sûr, il faut aussi qu'il reste transparent. Donc, ce matériau permettra de diminuer l'épaisseur. Et donc, on utilise des céramiques transparentes. Donc, il y a plusieurs candidats, le saphir qui est un monocristal, l'alumine, l'oxynitrure d'aluminium, l'alon, et le spinel. Et donc, nous avons choisi, comme je l'ai dit, de travailler avec le spinel. C'est un matériau léger qui a de bonnes propriétés optiques et aussi de bonnes propriétés mécaniques. Donc, la poudre que nous avons employée, comme Camille l'a dit, doit être très pure. Donc, on est parti d'un spinel qui s'appelle S25CR de l'entreprise française Baikowski. Et nous allons jusqu'aux essais balistiques, je ne sais pas si, voilà, que l'on peut voir sur cette vidéo. Et donc, les étapes intermédiaires, on va faire la mise en forme par du pressage, donc pressage uniaxial et pressage isostatique, l'un à la suite de l'autre. Le frittage sera effectué dans un four sous vide, donc on parle de frittage naturel sous vide. Et pour densifier totalement les matériaux, pour une plus haute porosité, on fait du hot isostatic pressing, donc compaction isostatique à chaud en français. Et on a obtenu, donc quand les conditions sont bonnes, des céramiques de spinel qui sont transparentes. Donc voilà l'étude paramétrique que nous avons menée.
Donc, on a fait des fritages à différentes températures, comprises entre 1300 et 1800 degrés, et avec des paliers de 2 heures et de 24 heures. Donc là, on voit que dans les meilleurs cas, les céramiques obtenues sont translucides, mais elles ne sont pas transparentes. Donc, on peut voir lorsqu'on pose sur une table que la céramique est complètement opaque. Et pourquoi elle est opaque? Ben, parce qu'il reste beaucoup de porosité. Donc ici, on voit tous ces taches noires sont des pores qui sont présents dans le matériau. Et donc, quand on caractérise la transmission, on voit bien qu'elle est très proche de zéro, c'est la courbe bleue, alors qu'avec le spinel, on peut dépasser les 85% en théorie. Donc, pour finir la densification, il est nécessaire de faire un post-traitement par HIP. Donc, c'est ce que nous avons fait. D'abord à 1500 degrés, avec des paliers d'1 heure ou de 10 heures. On voit clairement sur ces photos que ce n'est pas suffisant. Les céramiques sont translucides, mais pas transparentes. Donc, on a augmenté la température de post-HIP. Les résultats sont présentés ici. Donc, vous pouvez voir que dans ce cas-là, dans certaines conditions, par exemple la première colonne ici, on a des céramiques qui sont transparentes. Donc, un post-HIP à 1800 degrés pendant 1 heure ou 10 heures sur des céramiques qui avaient été préfritées à 1500 degrés donne de très bons résultats. On l'a caractérisé par la transmission en ligne. Donc, on voit bien qu'on a une transmission supérieure à 80% dans les longueurs d'onde du visible avec ces céramiques-là. Et par contre, quand on regarde au microscope leur microstructure, on voit que l'on a de gros grains. Et en général, la présence de gros grains, c'est plutôt néfaste pour les propriétés mécaniques. Donc, on a conservé deux des matériaux que j'ai présentés avant, donc ceux frités à 1500 degrés et qui ont subi un post-HIP à 1800 degrés, soit pendant 1 heure, soit pendant 10 heures. Pour comparaison, on a pris un matériau opaque. Et on a aussi obtenu un matériau qu'on a appelé optimisé, mais je ne vais pas présenter l'étude paramétrique qui a mené à ce matériau-là. En tout cas, il a été frité à 1500 degrés et on a fait un post-HIP à 1600 degrés pendant 10 heures. Et donc, ces 4 matériaux que nous avons obtenus ont été comparés avec un matériau commercial de l'entreprise allemande Ceramtech. Et donc, comme je le disais, ce qu'on appelle le matériau optimisé a une microstructure qui est cette fois bien meilleure, donc avec des grains qui sont beaucoup plus petits, autour de 10 microns, et ce qui devrait, en théorie, mener à de meilleurs résultats en termes de propriétés mécaniques. Donc, on voit bien que les échantillons, les 4 échantillons qui sont transparents sur les photos ont une très bonne transmission en ligne, comme on le voit sur ce graphique, et juste le matériau opaque qui a une transmission proche de zéro. Donc, on a donc caractérisé les propriétés mécaniques de ces matériaux par des essais classiques d'indentation, donc dureté Knoop, et puis aussi par des essais mécaniques qu'on appelle B3B, Ball on Three Balls, une technique qui est adaptée à des échantillons présents sous forme de disques. Alors, en résumé, rapidement, en termes de module Young, les matériaux sont très proches, en termes de dureté aussi, et quand on regarde la ténacité, donc nos 3 matériaux transparents qui sont ici au milieu, sont on va dire, quasiment aussi bon, voire meilleur que le matériau commercial. Donc, on voit ici les propriétés mécaniques, mais ce qui va nous permettre de vraiment comparer, enfin, ce qui va être le juge de paix pour comparer ces matériaux, ce sont les essais balistiques. C'est ça l'application. Donc, vous voyez ici le dispositif qui a été employé. C'est un dispositif qui a inspiré des travaux de Strasburger, donc qui a publié en 2009. Donc, on va retrouver des couches de verre au milieu. En face avant, ici représenté en bleu, la céramique de Spinel, transparente, et en face arrière, le backing, donc en polymère, en polycarbonate. Et donc, entre les différents essais, ce qu'on va faire varier, c'est le nombre de couches de verre. Et le but est de voir combien de couches de verre sont nécessaires pour totalement stopper le projectile. Donc, le projectile est envoyé à une vitesse de 820 mètres par seconde, et après avoir traversé ce multicouche, on va mesurer la vitesse résiduelle. Le but est que le projectile ne traverse pas du tout le multicouche. Donc ici, si je prends l'exemple des matériaux classiques qui sont constitués uniquement de couches de verre, on voit que quand on n'a pas de verre du tout, la vitesse initiale de 820 mètres par seconde, et après, quand on met une couche, 2 couches, 3 couches, etc., la densité de notre matériau augmente, mais la vitesse résiduelle du projectile va vers le bas, donc elle diminue jusqu'à ce qu'on arrive à stopper complètement le projectile. Donc, c'est ça qui va nous intéresser en particulier, c'est quelle épaisseur ou quelle densité surfacique est nécessaire pour stopper complètement le projectile.
Donc, on voit qu'avec le verre, c'est une densité importante. Et on a fait ces essais-là sur des multicouches de verre et donc sur les multicouches avec en face avant le spinel. Et on a fait 4 à 5 tirs par configuration. Donc là, ici, on retrouve la couche du verre que j'ai montré précédemment. Quand on compare avec les multicouches qui contiennent une céramique en face avant, on voit qu'on diminue nettement le nombre de couches nécessaires pour stopper le projectile. Donc, par exemple, ici, si on veut chiffrer ça, on voit que pour les multicouches de verre, il faut 60 mm d'épaisseur pour éviter la perforation, alors qu'on divise par 2 l'épaisseur, autour de 30 mm, lorsqu'on met du spinel en face avant. Et on a la même chose pour la masse, donc la densité surfacique, 140 kg par mètre carré pour le verre, alors que quand on met du spinel en face avant, on passe à 60 à 80 kg par mètre carré. Pardon. Donc, on a comparé, enfin, si on zoome sur les résultats des différents spinels, ce qu'on observe, c'est que les deux meilleurs résultats, donc les densités les plus faibles qui permettent tout de même de stopper les projectiles, sont obtenus pour notre échantillon optimisé comme on s'y attendait et pour le matériau commercial. Donc, on a réussi à obtenir des résultats similaires à l'échantillon commercial. Donc, pour conclure sur notre présentation, les céramiques transparentes, comme vous l'avez vu, doivent non seulement avoir de bonnes propriétés optiques, mais aussi, selon les applications, de bonnes propriétés thermiques ou de bonnes propriétés mécaniques. La méthode de mise en forme employée est très importante puisqu'on doit avoir un matériau cru qui est homogène, donc avec un empilement régulier et homogène des grains de poudre. Et le frittage doit être adapté, comme je l'ai montré par exemple dans mon étude, pour permettre d'éliminer totalement la porosité. Il faut ne plus avoir du tout de porosité parce que pour atteindre la transparence, les céramiques doivent présenter une microstructure totalement dense, sans défaut et homogène. Et donc, comme j'ai montré dans l'étude, donc on a fait une étude paramétrique du frittage de spinel pour blindage avec un frittage sous vide et il a été nécessaire de faire un post-HIP pour densifier totalement. Et après optimisation des cycles, on a pu obtenir une bonne transparence et de bonnes propriétés mécaniques. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Vous avez ici nos coordonnées et les noms des personnes qui ont collaboré à ces travaux. Merci à vous. Alors, un grand merci Camille et Yannick. Nous allons prendre vos questions. Nous avons un petit souci technique actuellement il y a eu une alarme incendie dans le laboratoire d'Andrea Pierastegui et donc elle a été obligée d'évacuer son labo. Donc elle est pour l'instant pas en ligne. Elle m'a appelé pendant l'exposé. Donc on va prendre des questions et si elle arrive à se remonter dans son bureau, on fera la deuxième partie du webinaire, sinon on l'enregistrera et on le mettra en ligne plus tard. Donc surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors moi j'en ai une, c'est vraiment impressionnant ce que vous avez fait au niveau de ces céramiques. Quelle est leur tenue en température potentiellement? Parce qu'elles ont des propriétés mécaniques et optiques, c'est fabuleux, mais est-ce que si on les réchauffe, comment elles peuvent évoluer à température? Est-ce que vous avez une idée ou pas du tout? Ben, en fait, ça dépend des applications. On va dire que par exemple, pour l'application blindage transparent, c'est vrai qu'on ne s'est pas intéressé à la tenue en température, puisque enfin, c'est des phénomènes qui sont très rapides. Donc, il y a un échauffement local pendant l'impact, mais bon, c'est des caractérisations particulières. Euh, la variation des propriétés en température, ça peut être intéressant, par exemple, pour les applications laser avec le Mmh, YAG. Mm. C'est quelque chose qui est effec assez connu. Si l'échauffement peut être hétérogène et donc le matériau enfin, qu'on dirait, est beaucoup moins performant, parce qu'on a des lasers assez puissants si on n'arrive pas à avoir un échauffement homogène du matériau. Euh, je sais pas, Camille, s'il y a d'autres. Si, même en termes de tout ce qui est application d'eau, mire-dôme, etc., ce sont des matériaux qui doivent tenir en température. Euh, alors, je vous l'avais montré sur la première présentation, mais c'est vrai que même en température jusqu'à 1000 degrés, on voit que nos matériaux gardent les mêmes propriétés mécaniques.
Après, jusqu'à où, à quelle température, ça je ne saurais pas vous dire, et puis ça dépend du matériau. Et ça dépend aussi de sa température de fusion. Bien sûr, il faut bien rester en dessous de la température de fusion du matériau. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions? Michel? Ouais, j'ai une question qui est un petit peu dans le sens de la tienne, dans le sens où est-ce que vous avez déjà testé ce type de matériaux comme protection de pyromètres, des choses comme ça, dans lesquelles on veut mesurer des choses à haute température, donc forcément on veut avoir un signal infrarouge. Beaucoup de caméras fonctionnent à haute température autour des 2 microns, 0,8. Donc ça peut être intéressant d'avoir de la transparence dans ce domaine-là. Par contre, effectivement, on est dans des milieux sollicités, puisqu'on est à haute température, l'atmosphère est peut-être à plus de 1200 degrés. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà regardé ou comme application, entre guillemets, la protection de caméras thermiques, de systèmes qui analysent les, les infrarouges dans les fours, par exemple? Alors, je ne saurais pas vous donner de valeur exacte, mais je sais que nos céramiques peuvent être intégrées, par exemple, à des fenêtres hermétiques. Donc, ça pourrait être applicable à ce genre d'application, oui. D'accord. Après, alors moi, je suis pas experte sur le spinel, mais je pourrais me renseigner et vous répondre a posteriori. Mais Ouais. des tests ont probablement été réalisés dans le passé, oui, en température. Et encore une fois, ça dépend aussi des conditions d'atmosphère et de... atmosphère oxydante ou pas. Oui. Et sinon, j'ai une toute dernière question, c'est là, on est plus sur la partie procédé céramique. En termes de faisabilité, est-ce qu'il est possible de réaliser ce type de pièces sous forme tubulaire, de type, de l'espinel magnésie transparente? Est-ce que vous avez déjà fait, alors on a parlé pas mal de plaques de blendage, donc là on est plutôt sur des systèmes, plaques carrées ou disques. Est-ce qu'il y a des mises en forme sous forme de tubes qui sont également possibles? On travaille sur ces géométries. On travaille sur des géométries qui sont plus complexes. Et c'est vraiment l'avantage des procédés céramiques, c'est qu'en fait, j'ai pu l'expliquer, il existe différents procédés et donc on va l'adapter à la forme désirée finale. Ok, merci. Bon, merci. Une autre question Ouais. de Jean-Luc Springer, oui. Preslinger. Bonjour. Ouais, vas-y. Oui, bonjour. Oui, j'avais donné cette question sur le chat. Donc, quelle était la taille de particules de départ et est-ce que des nanoparticules permettent d'abaisser la température de frittage? Alors, dans l'étude, je sais, j'ai plus la valeur exacte, mais c'est quelques microns, la poudre qu'on en a utilisée. Là, je me rappelle que la surface spécifique, c'est 17 mètres carrés par gramme, mais donc je peux pas calculer comme ça combien ça fait. Euh, on a travaillé avec des poudres plus fines. Effectivement, ça permet de diminuer la température de frittage. Le problème, c'est que, en particulier quand on a travaillé avec du pressage, les poudres plus fines sont difficiles à presser et donc on obtient des pièces crues avant frittage de moins bonne qualité. Donc là, il faut trouver un compromis. C'est vrai qu'on n'a pas, dans les études que j'ai présentées, on a très peu travaillé avec le coulage. Peut-être le coulage pourrait permettre de partir de poudres plus fines sans avoir trop de problèmes. Mais là, c'est pas quelque chose qu'on a étudié. Et merci. Une dernière question de Sébastien Chenu. Oui. Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question peut-être un petit peu naïve. Je me demandais s'il y avait un intérêt quand vous faites votre sandwich vert finalement céramique, ou dans l'autre sens si on la regarde dans l'autre sens. Et est-ce qu'il y aura un intérêt de faire un sandwich du coup céramique et puis vitrocéramique plutôt que verre pour essayer finalement de jouer sur le côté composite Bonne question. Euh, En fait, je me pose la question, est-ce que les vitrocéramiques transparentes, est-ce que c'est quelque chose qui existe ou qui est courant? Je sais pas. Bah oui, pour le coup, ça existe et Ouais. bah il y a des vitrocéramiques de taille importante pour le coup dans certaines compositions. Ok, Donc du ok. coup, moi je suis un peu à l'interface de tout ça, donc je me demandais si ça pouvait avoir un intérêt.
Oui, je pense, parce que on va se retrouver avec des propriétés mécaniques qui seront intermédiaires. Donc, à mon avis, oui, ça pourra améliorer les choses. Maintenant, je ne sais pas avec quelle ampleur. Parce que Non, voilà, c'était l'idée, plus de c'est la une idée à curiosité, creuser. mais Oui, oui, c'est vrai, c'est une bonne idée à creuser. Euh, merci. Un grand, un grand merci aux orateurs.